L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous recevons en effet ce matin avec Anne-Laure Jumet, Christian Estrosi, député maire UMP de Nice. Alors Christian Estrosi, bonjour. Hier, bonjour. La commission des recours a rendu son verdict, c'était hier, a confirmé l'élection de Jean-François Copé, président jusqu'à maintenant de l'UMP, avec 952 voix d'avance. Vous contestez, j'imagine, encore ce résultat ce matin ? Je conteste non seulement le résultat, mais je trouve que cette commission fantôme est à la fois contestable et contestée tout simplement. Qu'on ait osé d'ailleurs la comparer au Conseil constitutionnel, c'est Guillaume Tabar il y a quelques instants qui disait lui-même si c'était le Conseil constitutionnel, vraisemblablement, il aurait décidé d'annuler l'élection et qu'on redonne la parole aux électeurs. Eh bien, c'est ce que nous réclamons, ni plus ni moins, que nous puissions redonner la parole à l'ensemble des militants de l'UMP. Alors, Christian Estrosi, vous êtes, rappelons-le, maire de Nice. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans les Alpes-Maritimes ? En tout cas, la commission du recours, hier, a balayé, ou en tout cas n'a pas pris en compte 2 bureaux sur 3 des Alpes-Maritimes. Pourquoi ? Y a-t-il eu tricherie ou c'est-à-dire que fraude, contestation ? Jean-François Copé s'est autoproclamé pour la 3e fois président, pour la 3e fois, autoproclamé, sans 2007 militants qui se sont exprimés. Moi, je n'ai pas regardé le fond des dossiers. Je sais simplement une chose, c'est que Jean-François Copé avait annoncé le 11 novembre que le 18, il ne prendrait pas en compte ses bureaux de vote. Il l'a annoncé le 11 novembre. Et que le 18 à midi, sa secrétaire générale virtuelle, Madame Tabarot, annonçait que vraisemblablement ces bureaux ne seraient pas pris en compte. C'est-à-dire que non seulement ils ont été organisateurs, mais en même temps qu'ils ont été organisateurs et candidats, ils ont été organisateurs des irrégularités pour pouvoir donc se donner... Vous ne contestez pas le fait qu'il y ait pu y avoir irrégularité. Mais s'il y a eu irrégularité, ce sont eux qui les ont organisées. Moi, je ne suis pas membre et nous n'étions pas membres de la commission qui, par ailleurs, a refusé de regarder les recours qui portent sur 22 départements et sur 33 000 voix au bénéfice de Jean-François Copé, recours déposés par François Fillon. Donc voilà en quoi cette commission des recours est tout simplement une simple mascarade. Et comment peut-on encore une fois être président sans une partie de la France ? Normalement, avant de proclamer un président élu, à la limite, s'il conteste, eh bien revotons, ça pose aucun problème. Et ensuite, une fois qu'on aura revoté, alors on proclamera définitivement le président. Alors, on va justement parler de tout ça. Anne-Laure Jumet. Oui, alors revoter, dites-vous, Christian Estrosi. Nicolas Sarkozy serait, selon des indiscrétions, favorable à un tel vote. Est-ce qu'il vous l'a confié ? Non, Nicolas Sarkozy ne me l'a pas confié. Dès la semaine dernière, j'ai fait partie de ceux qui ont commencé à réclamer une nouvelle élection, considérant que l'organisation de ces élections où Jean-François Copé était à la fois jugé parti organisateur et candidat, nous voyons dans quelles conditions elles se sont déroulées, nous l'avions même prédit le 18 novembre dernier, une organisation faite pour empêcher des gens de voter, pour essayer de troubler les esprits sur la manière dont elles se sont déroulées. Tout a été parfaitement organisé de manière industrielle, pour fausser complètement... Ce sont de graves accusations quand même que vous portez sur Jean-François Copé, qui était secrétaire général du mouvement. Mais d'abord, il était secrétaire général élu ? Non, il était secrétaire général nommé, donc sans légitimité. Et donc, ce que nous avons pour beaucoup réclamé depuis le mois de juillet, à savoir qu'il y ait une commission indépendante qui organise l'élection, eût été plus sage, et ça aurait sans doute évité toutes ces contestations aujourd'hui. Donc nouveau vote, dites-vous aujourd'hui, Christian Estrosi, est-ce que ça ne pose pas quand même des problèmes pratiques ? Il faut recommencer une campagne, ça va coûter de l'argent au parti. Est-ce que c'est possible techniquement ? En posant techniquement cette question, vous suggérez qu'il faut en rester là ? Vous suggérez que quand... Je vous pose la question des moyens du parti. Est-ce qu'il peut légitimement faire cette élection ? Écoutez, quand on n'a pas été à la hauteur pour organiser une élection, qu'on s'autoproclame 3 fois président de l'UMP sans la moindre transparence, en laissant le doute planer, on voit bien dans quel état est l'opinion publique. Vous savez, je vais vous dire une chose très clairement. Moi, je suis engagé dans la vie publique avec une certaine passion, mais aussi avec ma volonté de défendre des convictions et des valeurs. Je suis gaulliste, un gaulliste social, un peu comme François Fillon d'ailleurs. Et dans cette filiation-là, je ne me reconnais pas aujourd'hui dans une ligne politique qui n'est pas la mienne.
dans une ligne politique où j'ai le sentiment que c'est un torrent de boue qui est en train de se déverser sur mon parti politique. Je suis maire de la 5e ville de France. J'ai de quoi faire suffisamment. J'ai passé ma journée d'hier à m'occuper du futur grand stade de Nice dans lequel se jouera l'Euro 2016, des assises de la proximité avec 500 comités de quartier. 80% de mon temps, maintenant, je préfère le consacrer à ça plutôt que de me sentir dans un espèce d'étau où on est compressé un peu plus tous les jours, parce que celui qui a organisé les élections est en train de ternir l'image de notre formation politique. Et les militants le disent. Quand je croise mes administrés dans les rues de ma ville, ils me disent « Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites encore dans ce machin-là » Donc j'entends tout cela. Alors, et je crois qu'il est temps de prendre de la hauteur. Alors, pour vous, la seule porte de sortie, si on comprend bien ce matin, si vous entendez bien, c'est de nouvelles élections. C'est ça. Est-ce que parallèlement... C'est respecter les militants. On a bafoué leur vote. Donc ça pourrait se dérouler dans un calendrier... Ils se sentent dépouillés et volés. Matériellement, on arriverait à imaginer cette élection, cette nouvelle élection, quand ? Elle pourrait se tenir à peu près quand ? Mais elle peut se tenir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, pourquoi pas dans 6 mois ? Nous avions proposé avec près de 140 parlementaires qu'Alain Juppé puisse présider une commission qui, pendant ce délai, administre les choses. C'eût été la sagesse que là où François Fillon a dit « je renonce à la présidence, je fais confiance à Alain Juppé », Jean-François Copé, par amour pour son mouvement politique et par respect pour les militants, accepte les mêmes conditions. Après, nous avions tout le temps de pouvoir regarder tranquillement s'il fallait réformer les statuts parce qu'on voit qu'ils sont inadaptés, mettre en place une commission de réforme des statuts avec le pluralisme le plus large possible pour participer à cette révision et nous assurer que de nouvelles conditions plus propices à l'expression du vote des militants soient respectées. On avait... toutes les conditions qui étaient réunies pour pouvoir essayer de redonner la meilleure image possible et se consacrer aux attaques que nous avons à porter contre un gouvernement qui est en train de ruiner la cohésion économique et sociale de notre pays. Jean-François Copé n'a pas accepté cela. C'est lui qui nous fait prendre ce risque aujourd'hui. Est-ce que, en tout état de cause, François Fillon doit saisir la justice ? C'est une affaire dont nous débattrons ce matin à 9h30. Mais je dis une chose et je pose une question. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à 9h30 ? Quand les élus, à 9h30, nous nous réunissons avec l'ensemble des soutiens de François Fillon pour débattre de la suite à donner, sachant que nous utiliserons tous les moyens possibles pour redonner la parole aux militants. C'est notre objectif. Je le dis, lorsque des élus et des militants sont giflés, je pose la question, est-ce qu'ils doivent tendre l'autre joue ? Alors Jean-François Copé, aujourd'hui, rejette l'idée d'un nouveau vote. Est-ce que du coup, François Fillon n'est pas contraint d'aller en justice ? Mais nous allons débattre de tous les moyens disponibles pour redonner la parole aux militants. Je veux la démocratie dans mon parti. Vous ne voulez pas aller à cette extrémité d'une action en justice qui pourrait être délétère pour le parti ? La seule chose qui permettra de garantir la démocratie à notre formation politique et de redonner une image crédible dans l'opinion publique, c'est que la démocratie s'exprime. C'est que les militants puissent voter dans des conditions où nous serons garantis l'intégrité et la transparence de cette nouvelle élection. Et donc, nous allons regarder ensemble quels sont tous les moyens pour y parvenir. Christian Estrosi, pardon, vous avez parlé des militants. Les parlementaires, il y a un groupe aujourd'hui, UMP, dont le chef c'est Christian Jacob, proche de Jean-François Copé. Que va-t-il se passer au sein du groupe UMP à l'Assemblée ? Nous allons débattre de tout cela ce matin. Encore une fois, je vous le dis, un certain nombre d'entre nous nous sentons extrêmement mal dans cette situation. On n'a pas envie d'avoir écrit sur notre front une ligne politique qui ne correspond pas à la nôtre. Je suis donc gaulliste vous n'excluez pas une séparation où on pourrait imaginer une UMP à 2 visages au sein de ce groupe ? Nous allons aborder toutes les initiatives possibles qui permettront, quelque part, à des militants qui aujourd'hui, par milliers, se sentent volés par milliers, et sans doute largement majoritaires, de retrouver sous une forme ou sous une autre leur capacité à être représentés et à s'exprimer. Dernière question avec Anne-Laure Jumet, dernier. Alors pour être vraiment sûr de bien comprendre votre position, Christian Estrosi, est-ce que vous excluez totalement cette piste d'une action en justice ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être totalement suicidaire pour le parti ? Je ne suis pas favorable à ce que nous utilisions la voie de la justice. Je n'y suis pas favorable parce que la justice, c'est un mot négatif en politique lorsqu'on doit y faire recours et que ça n'est pas la plus belle image à offrir. Maintenant,
encore une fois, nous devons trouver le moyen le plus raisonnable, appeler Jean-François Copé à la raison, et en même temps prendre toutes les initiatives que les personnalités, les parlementaires que nous sommes pourront prendre pour veiller à ce que ceux qui sont extrêmement déçus aujourd'hui trouvent une nouvelle espérance dans ce que nous aurons à proposer autour de François Fillon. Christian Estrosi, on change de sujet. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peut-être d'autres choses à faire, et notamment à vous opposer. Le dossier ArcelorMittal, le fond et la forme. Quand d'abord M. Montebourg déclare qu'il ne veut plus voir M. Mittal sur le sol français, vous en pensez quoi? Et ensuite on parlera évidemment du fond. Alors, d'abord, il y a deux sujets. Monsieur Montebourg a parlé de nationalisation, d'une part. Et d'autre part, il a dit qu'il ne voulait plus voir Monsieur Mittal sur le sol français. Sur ce deuxième aspect, je dis que M. Montebourg prend une lourde responsabilité. M. Mittal emploie encore 20 000 salariés en France. Est-ce qu'on peut faire prendre le risque qu'un important chef d'entreprise indien demain laisse 20 000 salariés de plus sur le carreau? C'est une lourde responsabilité. Ça me rappelle l'attitude que M. Montebourg avait eue à l'égard de PSA il y a quelques semaines de cela, faisant perdre 15% en moins de 5 jours à l'action de PSA, faisant prendre le risque qu'il y ait une OPA étrangère sur un des plus grands groupes industriels automobiles français. C'est donc faire preuve d'un manque de responsabilité important, je le dis en tant qu'ancien ministre de l'Industrie. Maintenant, sur l'aspect des nationalisations... Oui, nationalisation partielle, par exemple, on a vu quelqu'un qui n'est pas très loin de vous, Henri Guénaud, dit qu'au fond, pourquoi pas? Sur cet aspect, je n'y suis pas défavorable. J'ai d'ailleurs déposé au mois de février dernier une proposition de loi dans ce sens. Je dis que lorsque les intérêts stratégiques de la nation au plan industriel sont en cause, qu'il risque d'y avoir un pillage de notre propriété industrielle, c'est une position constante que j'ai toujours eue, nous ne devons pas écarter l'opportunité de pouvoir opérer une nationalisation, même partielle. Mais à une condition, c'est que cette nationalisation partielle soit prise en même temps qu'un engagement, celui de recéder, dès qu'on le peut, à un nouvel actionnaire qui garantira la préservation de notre propriété industrielle, les parts qui auront été nationalisées. Alors, Henri Guénaud ajoute dans cette interview aux Échos ce matin que on peut se poser la question de savoir si on a eu raison de faire confiance à Mittal. On, c'est donc Nicolas Sarkozy et le gouvernement Fillon à l'époque. Est-ce qu'il n'y a pas eu à ce moment-là peut-être trop de confiance qui a été portée envers Mittal? Est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment confiance à Mittal à ce moment-là? Dans quelle situation étions-nous? On risquait de voir l'ensemble des hauts fourneaux arrêtés. Nous risquions de voir l'activité de la sidérurgie totalement stoppée, des dizaines de milliers de licenciés. Il n'y avait pas d'autres repreneurs. Donc nous avons effectivement essayé d'ouvrir cette voie. En même temps, on peut la garder sous contrôle, cette voie. Je vous rappelle que nous avions mis en place le Fonds stratégique d'investissement et je sais que j'ai eu à y faire appel un certain nombre de fois, c'est-à-dire des fonds souverains de l'État qui rentrent dans le capital d'entreprises pour essayer de bloquer la possibilité de piller nos brevets, de piller notre propriété industrielle pour pouvoir l'expatrier et la faire disparaître de notre capacité de production. Si nous nous étions confrontés aujourd'hui à cette situation, nous aurions utilisé ce levier comme d'autres. Nous l'avons fait par exemple avec toutes les entreprises du décolletage dans la vallée de l'Arve en Savoie, où nous avons un très beau pôle de compétitivité, mais où il y avait des entreprises en difficulté financière, pour empêcher des capitaux chinois de rentrer dans le capital de ces entreprises, avec l'intention bien évidemment de pouvoir prendre les brevets et de partir avec et de laisser sur le carreau les salariés. Eh bien là, il y a sans doute une initiative dans ce sens à prendre. Toute dernière question, ce sera vraiment brièvement. Qu'est-ce que devrait dire le chef de l'État aujourd'hui, François Hollande, qui reçoit aujourd'hui la cheminée Mittal? Je pense que de prendre l'initiative de dire à M. Mittal, écoutez, vous assumez vos responsabilités, ou alors effectivement l'État ne vous demande pas de quitter toutes vos activités, puisque nous vous remercions malgré tout de faire travailler 20 000 salariés dans notre pays, mais nous assumons les nôtres en prenant une part de votre capital, en le nationalisant, le temps de trouver un nouvel actionnaire qui jouera le jeu de la production française et de la production européenne. À mon avis, ce serait le discours le plus équilibré que puisse tenir le président de la République, et peut-être que c'est une fermeté qui amènerait M. Mittal
à plus assumer sa responsabilité. Merci beaucoup Christian Estrosi, très bonne journée sur Radio Classique et Public Sénat.